L'absurdité de la vie, l'absurdité de la vie, un recueil de nouvelles de Ludovic Julien Kodia, paru aux éditions L'Harmattan Congo, avec une préface de Pierre Ntsemo et une postface de Noël Kodia Ramata. Et sur le plateau de Cultura, Ludovic Julien Kodia. Bonjour Julien. Bonjour, monsieur le journaliste. Alors ça va, j'espère, n'est-ce pas? Ça va très bien. Ok, merci. L'absurdité de la vie, c'est votre, il faut dire, premier recueil de nouvelles. Parce que jusque-là, Julien, on vous connaissait comme romancier. Et juste pour vous présenter, je dirais que vous êtes né au Congo-Brazzaville et vous êtes économiste et cadre en ressources humaines, romancier. Vous avez déjà publié, il faut dire 4 romans, oui. C'est cela, si j'ai une bonne mémoire. Oui. Voilà. Donc vous avez déjà publié 4 romans et voilà, on peut les retrouver. Même Mes larmes coulent en silence, un roman paru aux éditions Edilis en 2005, c'est en Côte d'Ivoire. Destin cruel, un roman paru aux éditions Edilivre en 2011 en France. De l'amour à la haine, roman paru aux éditions Edilivre également en 2014. Et Mes larmes coulent en silence, une réédition chez Edilivre en 2014. Et aujourd'hui, vous arrivez sur le plateau de Cultura avec l'absurdité de la vie. Alors, Julien, la vie est si absurde qu'il faut le dire, n'est-ce pas, le plus possible? Bien, mais je crois qu'on peut le dire et ça dépend de ce que chacun de nous a vécu. Et il me semble que quand Camus se le dit, Camus, il parle de l'absurdité de l'existence, mais également au-delà de Camus, il y a également des chanteurs, des musiciens qui parlent de l'absurdité de la vie. Il y a la Bible également qui parle de l'absurdité de la vie. Quand vous allez dans la Bible, il vous dit la vie, il assimile la vie à une vapeur qui est là pour quelque temps et qui disparaît par la suite. Et tout cela, quand vous regardez, c'est effectivement l'absurdité de la vie. D'accord. L'absurdité de la vie, il faut dire que c'est un recueil de nouvelles qui renferme 6 textes, donc 6 nouvelles. Parlez-nous de... Bien, l'absurdité de la vie, il s'agit bel et bien de 6 nouvelles. La première nouvelle, c'est l'amour indécent. La deuxième nouvelle, c'est l'amour maternel. La troisième nouvelle, c'est l'amour démoniaque. Et la quatrième nouvelle, c'est Monsieur, on va se marier, qui est un titre d'un chant très très connu des Bantous de la capitale. La cinquième nouvelle, c'est La femme fatale. Et la sixième nouvelle, nous sommes revenus également sur un titre de chant de l'Africain Fiesta. Avec voilà, Taboulé, donc le chant, voilà, oui, avec Taboulé et Nico à l'époque, donc le chant de Mallory. Donc nous avons 6 nouvelles. Et la particularité de ces nouvelles, effectivement, il y a le chant qui est présent. Et en plus, il y a un personnage que nous avons donné un rôle pratiquement dans la quasi-totalité de ces nouvelles, à l'exception d'une nouvelle. Donc il y a un personnage que nous avons donné un rôle très très important et je crois que... il s'agit de ma mère. Oui. Voilà, Elisabetta. Voilà. Et on retrouve naturellement la photo d'Elisabetta sur la couverture. Oui. Donc la première couverture, on a l'image d'Elisabetta. Alors, mais on dirait ceci, Ludovic Julien Loko, Kodia, merci. On dirait simplement que le tout se résume, n'est-ce pas, sur l'amour maternel. En fait, l'amour, et on a le personnage central qui est Elisabetta, à qui un hommage est rendu, mais sous plusieurs il faut dire sous plusieurs façons. L'amour, bon, vous avez l'amour indécent, l'amour fatal, l'amour. Pourquoi vous avez ciblé naturellement l'amour dans tous les textes jusqu'au chant de Mallory? On comprend que c'est vraiment l'amour qui est chanté, quoi. Mais vous l'avez dit, hein, quelque part, vous l'avez dit que c'est un hommage. Et donc, c'est un hommage à une personne très chère à moi, c'est-à-dire ma maman. Mais ce que j'ai reconnu en cette femme, c'est cet amour, effectivement. C'est une personne qui fédérait tout le monde. Et donc,
j'ai essayé un petit peu de diversifier peut-être les sujets traités. Ce ne sont pas les mêmes sujets, mais la personne est présente et c'est au centre de l'amour. Quand vous voyez un petit peu l'amour indécent, on parle du viol, donc des violences faites à la femme ou à un mineur. Mais le rôle, en dépit de cette violence sexuelle qui est là, quelque chose de méprisant, quelque chose que nous pouvons effectivement aujourd'hui condamner. Mais il y a cette femme-là qui apporte l'amour et qui fait de telle sorte à faire sortir un petit peu de ce piège, de ce carcan où la petite fille est prise en étau comme prisonnière. C'est elle qui l'a fait sortir pour l'amener en Europe. Et une fois en Europe, c'est une façon effectivement qu'elle dégage un petit peu tout ce qui l'emprisonne pour essayer de mener une nouvelle vie. Est-ce qu'il y arrivera? Je crois que le lecteur pourra le dire. Est-ce qu'elle est encore? Mais cette maman-là a joué son rôle. Et c'est ce rôle-là que j'ai connu chez cette femme qui essayait de fédérer tout le monde, cette femme qui essayait un petit peu d'unir tout le monde, et cette femme qui n'avait autre chose à donner que de l'amour. Et c'est pour cela, vous la voyez dans tous les textes, notamment dans les 6 nouvelles. Voilà. Il faut dire que l'amour indécent, qui est donc le premier texte, est complètement bâti sur le flashback. Voilà. Vous avez composé ce texte sur un flashback à partir d'un coup de fil que reçoit Habibi, qui est le personnage, n'est-ce pas, qui est la fille qui est victime un peu des abus sexuels de son père, également de l'entourage de son père. Et à la page 19, je vais lire un extrait, Julien Kolia, dans le dernier paragraphe, où Habibi nous présente son père. C'est un extrait parce que c'est très lent, et je dis bien que c'est carrément dans la narration vraiment est bâtie totalement sur un flashback. Mon père, avais-je encore un père? Mon père, avais-je encore un père dans la vie qui était la mienne? Non, ma tante s'était trompée. Je savais qu'il existait un sale goujat, un porc-puant qui me donnait toujours une aversion à l'évocation de son seul nom. Jamais je n'aurais cru que cet être odieux pouvait être un seul instant mon père. Je lui raccrochai au nez sans prononcer un seul mot. Je fulminais ma rage. J'en regrettais mon impolitesse face à cet être si doux que j'aimais comme ma propre mère, celle qui ne m'avait pas accordé son amour dans mon enfance, parce que, n'étant qu'un enfant de plus issu de ses multiples aventures, je me levais, regardais à travers les persiennes de mon immeuble, un regard absent et vide de sens, tandis que les souvenirs de mon enfance ressurgissaient cruellement dans ma mémoire. Le beau paysage parisien de Ville-sur-Marne, inexpressif dans un fond d'innocence, des larmes de haine et d'impuissance jaillirent subitement de mes yeux, rougis et étincelants de colère. Le goujat, le sale goujat, le méchant, le renégat. Je m'arrête là, Julien. Voici comment Habibi présente ou décrit ce père. C'est un extrait et on verra que sur pratiquement une dizaine de pages, n'est-ce pas, il y a finalement, elle essaie de ruminer cette colère, cette haine à l'endroit de ce père qui a autant abusé d'elle. Oui, mais vous allez constater qu'il ne cite pas même le nom de son père. Tout le texte, on ne connaît pas le nom de ce père-là. Ça veut simplement dire qu'il n'a même pas ce courage de citer ce père-là. C'est un père qui a brisé totalement sa vie. C'est un psychopathe tel qu'il a été dit. C'est un vampire qui s'est nourri de sa joie de vivre. Et aujourd'hui, c'est une fille qui a été détruite totalement. Voyez-vous, je crois que quand nous avons présenté ce livre, ça a tourné autour du pardon. Est-ce qu'on ne pouvait pas pardonner? Quand on n'a pas lu le livre, effectivement, je crois que les gens peuvent penser qu'on peut pardonner facilement. Mais j'ai toujours dit, le pardon, ce n'est pas ce qui vient simplement, le pardon, ce n'est pas au niveau simplement de lèvres, ça vient du cœur.
quand on n'a pas oublié, Habibi n'a pas oublié, quand on n'a pas oublié, quand on n'a pas fait un vide dans son cœur, jamais on ne peut pas pardonner. Et donc cette fille qui a été détruite, on pouvait faire une projection. Là encore, c'est plus facile. Et si cette fille-là avait porté un enfant, elle avait 15 ans, donc une mineure, si elle avait porté un enfant de son père, pensez-vous qu'il pouvait regarder cet enfant-là avec autant de joie, tout en pensant que c'est le fruit de l'inceste? Et si, par exemple, son père portait une maladie, prenant simplement le VIH, ça veut simplement dire que cette fille-là devait être contaminée par son père. Est-ce que c'est si facile que ça de pardonner une personne comme qui aura détruit, disons-le, toute ta vie? Et donc, quand vous lisez, quand je vous entends lire, moi je me mets à la place de cette personne-là, qui n'arrive pas à avoir le courage, qui déteste à fond son père. Parce que si aujourd'hui, même si l'ami de son père l'a violé, mais c'est parce que c'est le père qui a commencé. Sinon peut-être ça ne devrait pas se passer. Voilà. Oui, mais en fait, ce reproche que vous avez fait, Julien Kodia, il faut dire que ce reproche que vous avez fait, parce que jusqu'au finish, n'est-ce pas, de votre texte, L'amour indécent, il n'y a pas une fissure, même ne fût-ce qu'une fissure, ne fût-ce qu'une petite fenêtre de pardon. Au moment où Habibi vient d'apprendre le décès de son père, il n'y a pas cette fenêtre que l'on perçoit, sinon qu'il présente ses adieux, n'est-ce pas, sous le chapeau de la haine. Ben, écoutez, le pardon, tel qu'on le dit, pas de... Mais Habibi, à mon avis, il vit toujours dans ces souvenirs-là. Il n'a pas oublié, je l'ai dit. Pardonner, la première étape, il faut nécessairement oublier. Si les souvenirs sont présents, dès qu'il a reçu l'information, mais si les souvenirs surgissent. Si elle l'oublie, elle ne va plus pardonner. Ben voilà. Donc, il ne faut pas qu'elle l'oublie, il faut qu'elle pardonne. Donc, pour pardonner, l'effort. Dans la fraîcheur de la blessure. Voilà, l'effort. Donc, la blessure, vous venez de le dire, elle est encore présente, elle est encore ouverte. Donc, pour arriver à pardonner, Habibi doit d'abord oublier. Mais il ne faut pas qu'elle l'oublie, il faut qu'elle pardonne dans la fraîcheur de la blessure. Mais c'est ce que je vous dis, il faudrait qu'on se comprenne. On ne peut pas pardonner tant qu'on a oublié. Vous savez, c'est très facile de dire je te pardonne, mais quand quelque part tu n'as pas oublié, tu n'as pas pardonné, tu l'as dit, mais tu n'as pas pardonné. Ça ne vient pas du cœur, le pardon. Ça doit venir du cœur. Mais si ce n'est que de lèvres, mais ça arrive à tout le monde de dire bon, écoute, je te pardonne. Je l'ai dit. C'est vrai, ça sort des lèvres. Mais du fond du cœur, la blessure est encore là. Ça veut simplement dire que je ne t'ai pas pardonné. Et donc, il faut guérir cette blessure. Oublier la deuxième étape. Il faut nécessairement oublier. À ce moment-là, le pardon aura un sens. Tant qu'on n'a pas oublié, tant que c'est toujours présent, tant que d'un instant à l'autre, ça peut ressurgir, je ne pense pas qu'on peut pardonner. Julien Kodia, je vous invite à la lecture d'un extrait, certainement peut-être de ce premier texte ou un autre texte du recueil. Je ne sais pas, mais je crois que c'est peut-être d'un autre... Allons-y, c'est quelle page alors? La page 93. Page 92. 92, oui. À toi, mon ami, qui découvre les méandres de mon histoire et les vicissitudes de la vie. La vie est parfois sombre, désespérée. Il faut d'abord signaler le texte, Julien Kodia. Nous sommes dans le texte... L'amour démoniaque. Voilà. Donc c'est le troisième texte. Voilà, le troisième texte. À toi, mon ami, qui découvre les méandres de mon histoire et les vicissitudes de la vie. La vie est parfois sombre, désespérée et implacable. Elle n'est nullement une partie de gaieté, ni une simple partie d'échec où le perdant est celui qui se résigne devant son sort et qui ploie sous le poids de la dureté de coups qu'il reçoit sans réagir. La détermination qu'on peut avoir pour surmonter tous ces avatars qui nous sont imposés contre notre volonté peut nous permettre d'être victorieux. Ainsi, tant que personne n'est mort, la vie nous donne toujours une deuxième chance, car chaque jour est une nouvelle opportunité, mais aussi une énigme. Je l'ai appris à mes dépens, parce que la vie entière est une compétition permanente. Bonheur, malheur, joie, peine, santé et maladie s'entremêlent,
et sont notre lot quotidien. Jamais la vie ne peut être sans contraste. Jamais la vie ne peut être rose, car même la rose a bien ses épines. Parfois la vie ressemble à une rivière agitée. Elle nous ferme la porte, mais on ouvre d'autres. Elle nous laisse dans les nuages avant de nous ramener à la réalité. Elle ne nous évite pas de chanceler et de tomber, mais nous tend la main au moment où l'on s'attend le moins et nous aide à nous relever. Parfois, elle est frappée de surdité et n'entend point nos gémissements. Elle nous redonne cependant le sourire pour effacer l'amertume des jours moroses. Quelquefois, elle permet nos pires ennemis se retrouvent dans notre sillage et soit contre toute attente, nos parents, amis, proches. Merci, Julien. Voilà, c'est une bonne partie que vous avez lue. Alors, quelle motivation? Bien, mais la motivation, en fait, je fais même le relais avec l'amour indécent. Je fais même le relais avec l'amour indécent. Ici, il s'agit bien de l'amour démoniaque parce que effectivement, c'est les antivaleurs, les mêmes antivaleurs. Mais ça, c'est dans un domaine spirituel. Oui, il faut dire d'abord que Julien, ce texte, l'extrait que vous venez de lire, relève donc du troisième texte. Oui. Donc, vous avez mentionné l'amour démoniaque. Voilà. Et le fondement de ce texte, c'est que vous parlez des maris et des femmes de nuit. De nuit, voilà. Voilà, il faut le signaler. Voilà. Donc, l'amour démoniaque, donc un texte spirituel. Donc, le fondement, c'est quelqu'un qui vit des relations sexuelles avec des esprits. Nous pouvons appeler cela donc le phénomène de mari de nuit. Peu importe, j'ai toujours dit peu importe. Il y a certaines personnes peut-être qui ne reconnaîtront pas cela. Mais il y a des gens qui le vivent. Il y a des gens qui nous font des témoignages. Au niveau des églises, il y a des gens qui vont prier parce qu'ils ont ces genres de phénomènes, ils vivent ces genres de phénomènes. Et donc, parfois, l'ennemi n'est pas trop loin, mais c'est autour de soi-même là. Ça peut être le père, ça peut être l'oncle, et c'est autour que ça se passe. Et dans ce texte, vous parlez d'une dame qui est matériellement très bien assise. Très bien, oui. Okay, qui a des nantis de beaucoup de moyens, mais qui n'a vraiment pas de partenaire. Qui n'est pas heureuse. Qui n'est pas heureuse voilà. Dans sa vie sentimentale. Dans sa vie, oui. Et donc c'est tout le problème que vous posez. Voilà. Et là, paradoxalement, elle a un mari de nuit et des enfants de nuit. C'est voilà. Ce que nous expose le texte. Le texte nous expose cela, effectivement, dans le monde normal, virtuel. La dame n'a pas d'enfant. Elle n'a pas d'enfant. Mais quelque part, dans un autre monde, eh bien, il se retrouve avec 3 enfants. Et comme il est possédé par quelqu'un, un mari qu'il n'a jamais vu, eh bien, dans sa vie, effectivement, il ne fait que compter des hommes. C'est-à-dire, aujourd'hui, monsieur Gérard... Non, prenez notre nom. Bon, on peut prendre quelqu'un d'autre, effectivement, il trouve quelqu'un et la relation ne dure que le temps d'une rose, comme nous l'avons dit, le temps d'une carte de crédit. Et après, c'est l'homme qui se dit, bon, écoutez, on ne peut pas continuer avec toi. Et elle en a compté. Elle en a compté, à tel point qu'elle ne savait plus à quel saint se vouer. Mais quelque part, chaque nuit, elle est visitée par quelqu'un qui lui fait l'amour. Et c'est le problème qui est posé, qui est un problème réel, que nous avons tiré des témoignages vécus par certaines personnes. Et je vous dis, il y a une sœur qui m'a fait un témoignage comme ça, et à un certain moment, quand on avait marre avec la vie, elle voulait aller se jeter dans le fleuve Congo. Parce qu'elle ne pouvait plus supporter. Et donc, c'est des phénomènes plus ou moins réels que certaines personnes vivent. Et donc, vous voyez parfois des gens, dans la journée, vous les rencontrez, elle est heureuse, elle rit avec vous, mais dans la nuit, c'est un calvaire qu'elle vit. Et nous avons voulu porter cela au soleil, de telle sorte que ces personnes qui se retrouvent dans de telles situations se disent qu'ils ne sont pas seuls. Et j'ai toujours dit dans mes œuvres, la plupart de mes œuvres, que ces œuvres sont pour moi comme une thérapie. Que ceux qui les lisent, effectivement, se pensent ou se retrouvent et se disent « mais moi je croyais que cette situation, j'étais le seul ou la seule à le vivre ». Il me semble que s'il a écrit, c'est qu'il y a d'autres personnes certainement qui vivent cette situation.
Donc, voyez par exemple le cas de viol, quelqu'un qui est violé par son propre père. Mais qui va le dire? Qui va avoir le courage de dire que j'ai été violé par mon père? Personne. Ça, je vous le dis. On est là. Oui, allez-y. On vit dans le silence. Et d'ailleurs, on a peur. Quand on est jeune, quand on est mineur, à un certain moment, parfois ça peut se retourner, c'est-à-dire de la victime, vous devenez le bourreau. Les gens vont se dire, mais c'est elle-même qui a provoqué, vous croyez? Et surtout quand on a l'air très bien, c'est un parent responsable. Qui va croire à cette fille que, bon, voilà ce qui s'est passé? Non, on ne te croit pas. Si ça s'est réellement passé, ça signifie que c'est toi qui l'as provoqué. Donc, de la victime, on est un bourreau. Et donc, c'est difficile d'avoir le courage de mettre ça à la lumière pour dire, voilà ce que je vis. C'est difficile de dire à qui que ce soit, voilà ce que je suis en train de vivre dans la nuit, je suis visité par telle ou telle personne. C'est difficile. Et donc, ça devient comme une thérapie de telle sorte que celui qui va lire, eh bien, se retrouve en se disant, je ne suis pas seul. Certainement, il y a d'autres personnes qui vivent les mêmes problèmes que moi. Et ça peut leur donner un peu de courage pour dire, eh bien, voilà. Tout à l'heure, vous voulez démontrer le lien qu'il y avait entre cet extrait que vous venez de lire et le premier texte qui portait sur l'amour maternel. Oui, l'amour indécent plutôt. Mais le lien est là. Bon, voilà. Le lien est là. C'est des antivaleurs. C'est comme ça que je peux qualifier cela. Et donc, vous voyez par exemple l'extrait, il redonne confiance au courage à tout le monde pour se dire, eh bien, ça va s'arrêter. Et donc, il faut continuer comme ça. Voilà. Donc, le texte est plus ou moins explicite, je crois, dans tout ce que nous avons lu. C'est pour dire qu'effectivement, Et ce chant à l'être aimé, l'amour maternel. Oui. Oui, le deuxième texte, il faut dire que c'est vraiment un chant d'amour à l'endroit de la mère génitrice. Oui, mais je voulais quand même revenir sur ce qu'on s'était dit, oui, l'amour indécent. Il y a, quand vous parlez du chant, il y a un extrait que nous avons pris, Bolingo Pe Bayebaka Naïsika Yapas, c'est Cosmos avec sa chanson Anité. Et il y a une leçon également. Vous voyez un petit peu, la fille se retrouve avec un sujet ouest-africain et peut-être d'autres amis qu'il a eu. Et devant la situation, parce qu'elle est malade, eh bien, beaucoup de gens, effectivement, se retractent en se disant, non, moi, je ne peux pas continuer, voilà, tu es malade. Et ça, c'est très, très important également pour comprendre que, effectivement, nous devrons nous soutenir. Donc, dans le meilleur et dans la joie et dans les peines, on doit être ensemble. Et il faut toujours se dire que quand on est deux, eh bien, tes problèmes sont mes problèmes. Il me semble que c'est comme ça. Et le véritable amour, c'est ça. Et c'est ce que les musiciens ont chanté, notamment Cosmo. J'ai aimé cette phrase. Maintenant, dans l'amour, un chant. Dans l'amour maternel, vous savez, j'ai aimé beaucoup de choses. Oui, il faut dire qu'en fait, il y a ce rapport entre les textes. En fait, cette intertextualité, donc de la narration au texte, n'est-ce pas, des musiciens du Congo d'en face, tout comme du Congo-Brazzaville, donc de la RDC, tout comme du Congo-Brazzaville. Vous avez repris beaucoup d'extraits des textes très bien connus et qui traversent, n'est-ce pas, les années, disons, il faut dire les années 40, 50, 60, jusqu'à 70, voilà, jusqu'à 80 en fait, il y a des textes qui sont jusqu'à 80, jusqu'au levant de la capitale, vous reprenez, et ceci, cette intertextualité traverse, n'est-ce pas, les 6 textes que vous nous présentez dans ce recueil. Et là également, on comprend la passion qu'il y a, cette passion qu'a le narrateur, mais sinon qu'a l'auteur lui-même déjà. Voilà. C'est une passion que nous avons dans cette musique-là et nous allons le dire que cette musique nous a accompagnés dans la rédaction de ce texte. Et quand vous parlez de l'amour maternel, Taloulou Alphonse m'a beaucoup séduit. Hein, quand il vous parle Napesi, Maman Napesi Yo Medesi, Maman Ngai Nakokunda Yo Sansa Liwaya Nazem, vous voyez un petit peu comment il rend hommage à sa maman. Et
ce n'est pas la seule chanson, il y a d'autres chansons effectivement, et même post-mortem, je vous l'avais dit, quand vous écoutez la chanson c'est la meilleure d'ailleurs, après la mort, c'est celui de Papa Wemba, hein, voilà, quand il parle de sa maman. Mais également, parce que vous avez parlé un petit peu de la chanson dans l'amour maternel, nous avons pris une chanson, Mama Namwana. Oui, Mama Namwana. Mama Namwana. Il s'agit d'un dialogue qui se passe entre maman et l'enfant. Et à l'époque, effectivement, moi j'ai vécu cela. C'est-à-dire, mon père n'était pas un bourreau. Mais quand j'avais besoin de quelque chose, pendant que je grandissais, je dois passer par maman. À l'école, on nous a demandé des cahiers. Pourtant, papa était enseignant. Je pouvais aller lui dire, j'ai besoin de cahiers, mais je passe par maman. Et quand je me retrouve... C'est au regard de la complicité que vous avez tissée avec la... C'est cette complicité qu'on tisse avec la maman. C'est cette complicité que nous tissons avec maman. Donc, maman est au centre et quelque part, il vous dit, mais votre père est là, va le dire chez ton père. Mais tu n'as pas le courage, tu préfères le dire à maman. Et quand je me retrouve dans cette chanson, Mama Namwana, il s'agit d'un amour qu'on veut consolider. Et quelque part, les parents disent, bon, l'enfant expose chez la maman. C'est l'intermédiaire attitré. Mais quelque part, maman dit, ben, écoute, nous, on aime simplement l'argent. Et la finalité avec tout ce que, disons, maman, l'intermédiaire, donc tout ce qu'il va assurer, à la fin, il revient pour donner la belle réponse chez l'enfant. Papa nayo alobi nanga motema batinda kate. Alobi boyokana, bolingana, soyez heureux. C'est pas mieux. Voyez un petit peu. Et donc ça me replace dans mon enfance avec cette dame que j'ai beaucoup aimée. Cette dame qui assurait le relais entre moi et mon père quand j'avais besoin de quelque chose. C'est fantastique. Je me retrouve à ce moment-là. Et voilà comment la chanson accompagne le texte. Okay. Alors, et à côté de ça, nous avons Monsieur, on va se marier. Et ça se poursuit toujours, on est dans l'amour, mais toujours pas l'amour, comme qui dirait, un peu idéalisé. Hein? Ouais, moi je crois que là aussi nous rentrons dans les antivaleurs, là. Monsieur, on va se marier, c'est-à-dire que l'amour, je pense bien que ce n'est pas avec l'argent, parce que c'est ça, effectivement. On se retrouve avec quelqu'un qui brandit des billets de banque et on pense que, bon, facilement, avec les billets... Et d'ailleurs, c'est ça, effectivement. Je ne sais pas si ça a changé, mais c'était l'appât chez les femmes ou les filles. Il suffit simplement qu'on te brandisse ou que tes oreilles soient caressées par cette phrase « je vais te marier », ben, je crois que facilement, on ouvre le cœur. Mais là, effectivement, monsieur, on va se marier, vous avez jolie Élie qui se dit non, parce qu'elle a grandi dans un autre milieu. Et sa mère, Elisabeth, elle a inculqué cela, qu'il y a des gens qu'on appelle monsieur, on va se marier. Pamela, on a parlé, monsieur, on va se marier. Ça veut simplement dire, on vous miroite un mariage. Mais malheureusement, c'est une personne qui se retrouve avec 2, 3, 4, 5 femmes. Et lorsqu'il aura ce qu'il a envie d'avoir chez toi, eh bien, il te laisse comme les autres. Et c'est ça, monsieur, on va se marier. Donc, là aussi, nous avons joué. Et vous verrez que depuis le début, nous sommes entre les deux villes. Brazzaville et Kinshasa. Nous sommes entre les deux villes. Monsieur, on va se marier. Expressément, l'auteur a joué sur le nom du personnage central, Jolie Élie. Mais Jolie Élie, c'est qui? C'est une fille qui a été chantée par Taboulé, le Rochero, pas Taboulé, je dis bien Rochero, parce que c'est à différentes étapes. Là, c'est dans l'Africa Fiesta. Jolie Élie, c'est qui? C'est cette fille qui a fait bouger le cœur d'un quartier qu'on appelle Denda à la Kinshasa.
Et Jolie Eli, c'est qui? Mais c'est l'enfant à Luzabeta. Et là, nous avons voulu un petit peu faire ce pont-là. Voilà, ce pont. Entre les deux villes, oui. C'est la belle fille qui a fait chavirer les cœurs du quartier d'Indal à Kinshasa. Mais c'est cette fille-là également, la fille de Luzabeta, et à qui on a inculqué certaines valeurs. Et donc, vous voyez, même ça se termine, quand nous terminons, mais si on veut se marier, on va se marier, mais c'est par le texte de Jolie Eli qu'on le termine. Merci Julien. Vient de paraître Même les nuits dansent, voilà, Même les nuits dansent en leur lumière, un recueil de nouvelles de Sauf Gérard Ngoma Malanda, paru aux éditions L'Harmattan, un recueil, il faut dire, de 5 nouvelles. Et la 4e de couverture nous présente ceci: dans son prière à éditer, Même les nuits dansent en leur lumière relève à la fois de la nouvelle et de la chronique. 5 textes nous plongent dans les aléas du quotidien de leurs personnages. Ainsi s'entremêlent des thématiques variées telles que le conflit de génération, cette fois-ci sur un terrain inattendu, le sexe, la cohabitation des morts et des vivants, la délinquance sénile ou encore le vivre ensemble dans une société totalement morcelée. Voilà, c'est aux éditions L'Harmattan, Même les nuits dansent en leur lumière. Alors, revenons avec Julien, notre invité sur le plateau de Cultura, avec son ouvrage L'absurdité de la vie, un recueil de 6 nouvelles paru aux éditions L'Harmattan Congo, avec une préface d'Anglais Pierre Semou et une postface de Noël Kodiara Mata. Alors, Julien, une fois de plus, je vais vous inviter à la lecture d'un extrait que vous allez prendre comme ça et nous en faire un petit commentaire. Je suis à la page 165. Page 165. Nous y allons vite et nous sommes sur le texte de Le Chant de Mallory. Le Chant de Mallory. Bon, avant de lire Le Chant de Mallory, j'aimerais bien que nous échangeons autour de ce texte. Vous en arriverez après à la lecture. Le Chant de Mallory, il faut dire, c'est une chanson qui existe, c'est le titre d'une chanson qui existe et qui finalement devient comme un leitmotiv dans ce texte. Parlez-nous de ce texte d'abord, Julien. Bien, mais Le Chant de Mallory... L'amour entre Rosette et... Bien, je crois que Le Chant de Mallory, ce texte, quand vous le voyez, c'est comme un conte de fées. Hein? Et il est très différent des autres textes. Nous sommes partis de la chanson. Ici, textuellement, nous sommes partis de la chanson. Et cette chanson, je l'ai beaucoup aimée. Et je m'étais dit que, est-ce qu'à partir de cette chanson, on ne peut pas bâtir un texte qui serait très merveilleux? Et je crois que c'est ce que nous avons fait. Et beaucoup de gens ont aimé Le Chant de Mallory. Et d'aucuns qui ont lu ce texte ont voulu, parce que ce n'est pas la même génération, ceux qui n'ont jamais entendu ou écouté Le Chant de Mallory, nous ont demandé même si on pouvait leur faire écouter la chanson. Ils ont écouté et ils ont compris effectivement la beauté de cette chanson, qui est un chant d'amour entre des jeunes, hein, donc des jeunes gens qui avaient à peine 16 ans, et voilà, c'est merveilleux. Et nous avons voulu un petit peu le mettre dans notre texte et le faire vivre tel que la chanson nous le décrit, avec des jeunes également, qui étaient des très jeunes et qui sont arrivés jusqu'au mariage, et voilà, jusqu'à la fin, où Dieu voulait les séparer et que quelque part le temps n'était pas arrivé, qu'il fallait qu'ils continuent encore. Un amour sans tache. Voilà. Allez, là vous pouvez nous faire la lecture de l'extrait que vous avez. Bien, 165. 165. Des années s'écoulèrent. Rosette devint ma femme. Nos familles s'unirent, ne devenant qu'une seule. J'étais le fils de Luzabeta. Rosette avait découvert la bonté de ma mère. Elle s'était appropriée Luzabeta comme sa propre mère. Ce qui était magique, c'est qu'elles étaient devenues comme des amies. Une belle mère si proche de sa belle-fille, c'est si impromptu dans nos réalités africaines. Seulement, ma petite Rose
avait réussi là où de nombreuses femmes avaient échoué. Le jour de notre mariage, elle avait dit à ma mère, le sourire aux lèvres, « Tu ne perds pas un fils, maman, mais tu gagnes une fille. » J'étais un homme comblé de bonheur. Chaque fois que j'offrais un pagne à Rosette, elle me demandait en retour si je l'avais fait ou si je comptais le faire pour Luzabeta et à quand. Rosette était devenue l'ombre de mon ombre, que c'est parfois fou l'amour. Notre premier enfant vint l'année qui est suivie, notre mariage dans une église protestante. C'était une fille que nous avions nommée, sans trop réfléchir, Rosanna. Rosanna comme Rosette, sa mère. 2 années plus tard naissait notre deuxième fille, Larida. Larida comme Larry. Nous étions un couple heureux. Mon amour pour Rosette avait un avenir prodigieux. Le seul amour sans avenir que je connaisse, c'est celui qui est emporté par la mort. Je peux m'arrêter là. Merci. Alors, quelle motivation, Julien Kodia? La motivation, c'est montrer un petit peu les relations qui se passent. L'approfondissement même de cet amour, n'est-ce pas? Voilà, le fondement même de cet amour. Qui prend de l'ampleur. Voilà, qui prend de l'ampleur et même l'entourage. L'entourage, c'est-à-dire quand vous regardez un petit peu les réalités, nos réalités. Et c'est très difficile qu'une belle-mère puisse s'entendre très bien avec, parce que les mamans, parfois, il y a une petite jalousie. C'est comme si on venait leur ravir leur amour. Voilà. Là, il y a une espèce de nid de complicité qui se tisse une complicité qui se tisse. Et d'ailleurs, la phrase de la femme est révélatrice quand il dit « Vous n'avez pas perdu un enfant, mais vous en gagnez un autre. » Vous voyez? Donc, ne pensez pas que vous avez perdu votre fils, mais plutôt vous venez de gagner une fille. Et donc, c'est merveilleux, c'est merveilleux pour dire qu'effectivement, c'est un amour sans tache, un amour qui a été désiré par tout le monde, même l'entourage, en tout cas, est ancré dans cet amour. Voilà. Et Julien Kodia, il y a le narrateur qui a tendance à généraliser un peu les faits, souvent à dire il est rare en Afrique, il est rare en Afrique. Pourquoi ne se contente pas d'abord de son milieu avant de généraliser? Parce qu'il y a là risque de tomber dans des clichés où on pense qu'en Afrique il n'y a pas ci, il n'y a pas ça. Et bon, je ne sais pas s'il me fait comprendre. Oui, cette généralisation des faits, de la première nouvelle à la 6e, c'est très récurrent, il faut dire. Oui, c'est très récurrent, mais en fait, on n'a pas voulu... Je vous ai dit que quelque part, c'est pour édifier également les autres. Oui, mais on part quand même d'une cellule quand même, il faut dire, il y a une entité avant que ça se généralise. On part d'un espace, d'un environnement bien circonscrit, n'est-ce pas, avant de généraliser ces faits. Parce qu'il y a des particularités quand même, il faut le mentionner, mais il y a des particularités et après nous s'inscrire dans d'autres contrées. Mais je pense que c'est quand je lis très bien ce livre-là, on va des particularités avant de généraliser. Voilà, et on essaie de généraliser pour dire, tel que vous l'avez dit, que c'est un peu rare de constater, et là, nous sommes dans les généralités. Mais là, dans la particularisation, nous voyons comment, effectivement, ce couple nous donne une belle leçon, d'ailleurs, d'amour, où vous avez les parents également qui sont intégrés. Donc, comme vous l'avez dit, dans les différentes nouvelles, effectivement, nous partons un petit peu du particulier au général, parfois pour essayer d'amener le lecteur à se reconnaître un petit peu dans cette généralisation. Que ça ne soit pas simplement ceux qui sont concernés, mais que ça peut également aller avec les autres. Voilà. Alors, ce passage du roman à la nouvelle, comment vous l'avez vécu, le roman, Julien Kodia? Le passage... Là, vous êtes il faut dire que c'est un autre genre littéraire que vous abordez là. C'est une expérience, je crois. C'est une expérience. Le passage du roman à la nouvelle, je dis bien c'est une expérience. D'ailleurs, la tentation a été grande de tirer en longueur, comme dans le roman. Vous voyez, quand vous verrez, c'est des nouvelles assez longues parfois. Donc, on est dans cette tentation, effectivement. Le roman m'habite encore.
Mais l'objectif pour moi, ce n'était pas rester dans ces normes-là. Hein? L'objectif, ce n'était pas de rester dans ces normes. L'objectif pour moi, c'était d'abord de voir si la chanson pouvait s'imbriguer avec mes écrits. Hein? Ça, c'était très, très important. C'était vraiment une expérience que j'ai voulu tenter. Et l'objectif pour moi également, parce que ça, c'est dans les normes, s'il faut rester, parce qu'on est sorti quand même, il faut le dire, des sentiers battus. Ce n'est pas évident de trouver une nouvelle où vous faites, où le personnage se retrouve dans chaque nouvelle. Hein, c'est un peu rare. Hein? Chaque nouvelle a ses personnages. Oui. Chaque nouvelle. Et donc, vous comprendrez. Mais en même temps, il y a un risque pour ce que vous avez, cette expérience que vous avez tentée, parce que dans certains textes, n'est-ce pas, ou dans les premiers textes, on voit Luzabeta. C'est une jeune fille, dans d'autres textes, c'est une vieille maman, et ça change un peu. C'est-à-dire qu'il n'y a pas eu une constance au niveau de l'âge, au niveau du personnage. Tout à fait. Mais le personnage a changé selon les textes. Selon les textes, voilà. Et vous avez maintenu simplement le nom de Luzabeta. Le nom de Luzabeta et son nom. Voilà. Et puis voilà, c'est tout ça à le fait. nom. Voilà. Alors, merci Julien, donc Ludovic Julien Kodia, L'absurdité de la vie. C'est le recueil de nouvelles de Julien Kodia paru aux éditions L'Harmattan, Congo, avec 6 textes qui composent ce recueil. Et sur le plateau de Cultura, nous recevons donc Julien Kodia, qui est, il faut dire, à la base économiste et cadre des ressources en ressources humaines, romancier. Il a déjà son actif quelques romans, il faut dire 3, 4. Et L'absurdité de la vie, c'est votre premier recueil de nouvelles. Je vous dis merci, Julien. Merci. Et donc vient de paraître, nous avons parlé de Même les nuits dansent en leur lumière, paru aux éditions L'Harmattan également. C'est un recueil de nouvelles de 5 textes de Sauve Gérard Romain Malanda. Amis culturels, je vous dis merci et nous prenons date pour samedi prochain à la même heure, 14h. À très bientôt. Merci.